Europe 1, 8h34. L'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ils sont de nouveau face à face, comme à l'automne 2011 pour la primaire socialiste. Martine Aubry en une de Libération, la mousse sévère et l'œil perçant, la frondeuse. François Hollande en une du Figaro, les sourcils froncés et le regard perdu. Hollande et les Français, le rejet. Mais certains préfèrent aller de l'avant. Les Échos, premier signe d'espoir pour l'industrie française. Et le Parisien, Paris, ville de tous les chefs-d'œuvre. Ce matin, c'est vraiment Martine Aubry qui est à la une. Oui, alors c'est pas comme si elle avait surpris tout le monde avec sa charge, Martine Aubry, mais comme le constate Raymond Courreau dans l'Alsace, la boîte à gifles socialiste ignore le repos dominical. Il n'y a donc plus que les gens de droite, ajoute-t-il narquois, qui croient encore que François Hollande est vraiment socialiste. Alors la suite de son quinquennat, s'amuse Alain Duzard dans l'Est républicain, ne sera pas un fleuve tranquille. La croisière socialiste ne va pas s'amuser, car après les frondeurs façon révoltée du Bounty, lassés par le capitaine de pédalo, voici la grande ch'timonière Martine Aubry. Bien sûr, elle est classée dans l'opinion archaïque en chef. 2 ans et demi que Martine Aubry se taisait, écrit Rémi Godot. Et au bout de ce long mutisme qu'on imagine douloureux, quoi ? Un simili contre-programme fait de contrats aidés, de loyers encadrés, d'un État stratège pour réguler la mondialisation, d'une société bienveillante. Tout ça pour se présenter candidate au débat d'idées sans le début d'une pensée originale. Pourtant, le match est lancé, nous dit Guillaume Tabar dans le Figaro. Non pas avec le président de la République, que le quotidien nous dit hors jeu, avec 86% de Français qui ne souhaitent pas sa candidature en 2017. Mais entre Martine Aubry et Manuel Valls, affiche d'une inévitable primaire socialiste. Mais pour nourrir ce débat, l'opinion et 20 minutes ajoutent une pièce au dossier. En une du premier, État-providence et maintenant le ras-le-bol social. En une du second, chacun pour soi. En fait, un rapport de la Direction générale de la cohésion sociale montre que les Français, et même parmi les plus faibles, croient de moins en moins en la protection sociale et de plus en plus en la prise en charge individuelle. Et peu à peu, c'est tout le socle républicain qui s'érode. Un nouvel épisode de l'éternel débat sur la laïcité, les signes religieux, Natacha. Mais oui, la même étude de la Direction générale de la cohésion sociale nous dit dans 20 minutes que 81% des Français seraient pour l'interdiction des signes religieux dans les entreprises privées, contre 49% en 2005. Alors dans ce contexte, l'histoire de la crèche Babylou apparaît encore plus lourde de sens. C'est Elisabeth Badinter, la marraine de la crèche, qui revient dessus dans le magazine Elle. 6 ans de combat judiciaire pour le licenciement d'une employée revenue d'un congé parental avec un voile, en contradiction avec le règlement intérieur. Le combat fut gagné, mais la crèche, victime de pression, a dû déménager. Et aujourd'hui, le maire de Conflans-Sainte-Honorine lui refuse les subventions nécessaires à sa survie. Et pourtant, cette crèche ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 est un modèle pour l'émancipation de femmes modestes qui travaillent en horaire décalé. Ce serait épouvantable, se désole la philosophe, que là où les islamistes intégristes ont échoué, les républicains bon teint mettent fin à ce projet formidable. On évoquait dans les titres l'arrestation de ce jeune homme déguisé en clown dans le Nord, de l'influence des films d'horreur, Natacha. Et bien sûr, en effet, c'est cette photo dans le Parisien de ce clown grimaçant. Le journal raconte donc cette histoire de mauvais plaisantins qui ont semé la terreur dans le Nord, déguisés en clown et menaçant des enfants, un couteau à la main façon film d'horreur. Mais en fait, dans le magazine GQ, ce genre de récit prend une tournure véritablement effrayante. Un article raconte l'histoire de Slender Man, figure fantomatique au nom de laquelle des adolescentes américaines ont poignardé leurs camarades de classe lors d'une soirée pyjama. Slender Man n'existe pas, c'est un mythe moderne créé sur Internet le 10 juin 2009 dans le cadre d'un concours sur un site qui proposait de transformer des photos ordinaires en images paranormales. Un certain Eric Knudsen invente cette ombre maigre assortie du commentaire. Nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas les tuer, mais son silence insistant et ses bras tendus nous horrifiaient et nous réconfortaient en même temps. Donc exactement ce qui doit faire trembler, ce qui fonctionne. Slenderman a rapidement inspiré les internautes qui ont développé la légende les uns après les autres façon participative, comme autrefois on parlait des vampires ou des loups-garous autour du feu pour se faire peur. Les jeunes qui ont aussi de plus en plus souvent un problème avec le sexe. Mais oui, les jeunes ne regardent pas seulement des films d'horreur, ils regardent aussi du porno. C'est ce que nous dit le Figaro dans un article sur l'alerte lancée par l'association Agir contre la prostitution des enfants,
qui évoque les comportements de plus en plus limites des adolescents. Fellation contre des cadeaux divers ou filles prêtées à des copains. L'association rappelle qu'un tiers des visiteurs de sites pornographiques sont des adolescents, dont 75% ont moins de 12 ans. 75% moins de 12 ans. 75%. Du coup, devant ce déferlement, les protestations scandalisées de l'association SOS Éducation contre l'exposition, le zizi sexuel autour du personnage de BD Titeuf que nous raconte Le Parisien semblent franchement dérisoires. Et on termine avec une œuvre d'art que chacun interprète comme il le veut. Oui, dérisoire aussi sans doute. Le débat autour de l'œuvre de McCarthy, Place Vendôme, Libération, Le Parisien évoque les agressions qui ont conduit au démontage de l'installation. Agressions lamentables, mais qui permettent à Libération de crier à l'ordre moral. L'œuvre, tellement transgressive, représentait une sorte de sapin vert immense, censé subtilement évoquer un truc que je ne connaissais pas, un plug anal, sextoy géant dont je vous laisse deviner l'usage. Mais c'est finalement le dessinateur Rançon qui résume le mieux dans Le Parisien. 2 hommes commentent l'œuvre. Qui va acheter une œuvre d'art qui ressemble à un sextoy, demande le premier. Réponse de l'autre. Certainement que c'est destiné à un placement. La revue de presse de Natacha Polony, tous les matins à 8h30.